Bonjour à tous et bienvenue sur Le Petit Stade, une émission où on parle de foot avec ceux qui le font vivre sur et en dehors des terrains. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Elton Mokolo. Salut Elton, comment tu vas? Salut, ça va très très bien. Ouais, tout va bien? Tout va très bien, ouais. Tout va très bien, bien évidemment, ouais. Je fais début de saison, enfin début de saison. On est en fait dans la continuité de ce qu'on a fait la saison dernière, mais ça va très bien sinon. La saison a repris depuis peu là. La saison, bah, ça va faire quasiment un mois. C'est Ouais, déjà, déjà, ouais. ça passe très très vite. Il y a eu déjà beaucoup de matchs, mais sinon, ouais, ça va très bien. Ouais. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation malgré les quelques contretemps et le retard de ma part, hein, pour être complètement honnête. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui. En passant par un petit peu ton parcours, mais aussi ton rôle en tant que consultant et tout ce que ça implique. On va parler évidemment du Winamax Football Club, puis on débattra un peu plus du sujet football, parce qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs qui est passée cet été, et ça a eu pas mal d'influence quand même. On en avait parlé, je me souviens quand on s'était vu la dernière fois. On aura un petit sujet sur le Barça évidemment, avant de finir avec tes ambitions, tes projets pour le futur. Voilà, est-ce que ça te va? Bon, on peut partir sur ça. C'est une bonne base pour faire l'interview, ouais. Parfait. Alors, juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement pour les personnes qui te connaîtraient pas? Je m'appelle Elton. Juste ça? Très bien. Ok. Non, en plus, Merci, non, Elton. en plus, Bon début je, d'interview. je m'appelle Elton Mokolo, j'ai 32 ans, je suis dans le journalisme de sport depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, en mettant les années fac de journalisme. Et actuellement, je suis sur le Winamax FC, le Club des 5, RMC, Eurosport et Canapus Afrique. Ça fait un emploi du temps assez chargé en ce moment, du coup, là. Pour te dire, en fait, les jours de repos complets, j'en ai même pas 10, je crois, sur un mois. Sur un mois? Ouais, sur un mois, et même 2-3 mois, limite. Ouais, c'est pas Ouais, ce que parce j'allais qu'il y a... dire, oui. Sur un Ouais, mois, c'est bon. ça, ouais. Sur un mois, ouais, on peut comprendre, mais sur 2-3 mois, parce qu'en fait, il y a toujours une émission qui se glisse par-ci, par-là. Il y a parfois des remplacements à faire, mais donc, ouais, c'est un emploi du temps assez chargé. Après, t'es toujours privilégié, hein. Parler de football, Tout à être fait, payé ouais. pour Là, parler de football, c'est quand même exceptionnel. exactement. Donc, c'est pour ça que c'est un énorme plaisir. Je pourrais refuser, mais j'y viens toujours avec cette idée. C'est ma première émission, en fait. C'est ma première émission et ça pourrait être la dernière aussi. Donc, D'ailleurs, est-ce que ouais. tu refuses certaines émissions? Non, non, Jamais? jamais, 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 jamais. Si je refuse, c'est vraiment parce qu'en fait, j'ai une autre émission à Hmm. côté où j'ai un contretemps, j'ai un déplacement à faire qui était déjà programmé, mais c'est très, 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 très rare. J'ai pas souvenir d'avoir refusé une émission, tout du moins cette année. Donc c'est toi qui, en fait, qui te donne pas forcément de jours de repos, Elton. Ouais, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, Privilège. ouais, c'est un privilégié, on parle de foot. Je vais pas aller dans une émission en tirant à la tronche, je serais fou à ce Donc c'est moment-là. 100% plaisir en ce moment, alors. 100% plaisir, toujours. Eh ben, c'est tout ce Toujours, qu'il faut. jamais, jamais ressenti une lassitude, très sincèrement. Même s'il peut y avoir évidemment de la fatigue, l'enchaînement, mais jamais vraiment ressenti une lassitude en te disant, ouais, j'ai besoin de souffler. Parce que ça fait combien de temps là que t'as ce rythme aussi effréné, soutenu? On peut dire à partir de 2022, 2023. 2022-2023, Ouais. bah, l'année de la Coupe du Monde. L'année de la Coupe du Monde où là, les collaborations commençaient à s'enchaîner, donc Mhm. les émissions commencent à se chevaucher. Après, là, depuis 2022-2023, on est dans une certaine continuité. Mhm. Et donc t'as beaucoup d'émissions, mais t'as aussi beaucoup de casquettes. Toi, comment tu définis ton rôle aujourd'hui dans le paysage médiatique? Est-ce que t'es plus chroniqueur? Est-ce que t'es plus journaliste? Est-ce que t'es plus consultant? Enfin, comment tu définirais ton rôle? Je dirais chroniqueur et en même temps journaliste, parce que pour moi, je sais pas vraiment de distinguo, je sais pas vraiment de distinguo. Donc j'irais plus dans ces deux-là, chroniqueur journaliste, parce que c'est vraiment là, c'est vraiment ce que je fais. Il n'y a pas vraiment tellement de différence dans tout ce que je peux faire parmi toutes les émissions. Donc je me suis tiré là. Donc c'est pas comme s'il y avait des choses qui étaient vraiment différentes l'une des autres. Mhm. Et aujourd'hui, pour toi, actuellement dans le football et surtout dans les discussions football, c'est quoi la plus-value de quelqu'un comme toi qui a plusieurs casquettes, qui est chroniqueur, consultant, etc. Qu'est-ce qu'il apporte en fait au monde du football réellement? Un regard différent par rapport à son avis, par rapport aux connaissances qu'il peut apporter, un éclairage qui n'est pas la même en fonction des médias où je suis. Parce que je vais te donner un exemple.
Le lundi, quand j'ai la casquette Eurosport et que je parle de Ligue 1, c'est pas la même chose quand à 13h, je parle foot international, par exemple sur le WFC. Mm. J'arrive à faire le distinguo et à m'adapter à la ligne éditoriale de tous ces médias. À savoir, RMC, on est davantage dans l'opinion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ça m'a pris un peu de temps pour assimiler tout ça, je le cache pas. En fait, l'enjeu, c'est pas tant que tu décryptes quelque chose là-bas, c'est que tu apportes vraiment ton opinion. Mm. C'est là, Pour on est créer du beaucoup débat, plus quoi. créer du débat. Et là, en fait, c'est pas la même chose qu'à Winamax, etc., etc. Donc, c'est ma chance, à savoir que ça se répond pas. Est-ce que ça, c'est quand tu parles par exemple qu'il y a RMC, tu dois apporter par exemple des opinions, Winamax c'est différent, est-ce que c'est des choses qui se sont demandées par les chaînes ou alors c'est toi qui arrives avec ces convictions-là? Non, c'est plus une idée éditoriale par rapport au succès, par rapport à ces émissions-là qui ont vraiment une écriture propre à elles-mêmes. Bah, Génération, After Foot, Mhm. on connaît depuis. Bon, Génération, c'est tout récent, ça a 2-3 ans, mais on connaît l'After, on L'after depuis connaît. très très longtemps, c'est un classique quoi. On sait comment ça marche. Et le WEC avec un ton qui est autant décalé que sérieux parfois. C'est vraiment des écritures qui sont propres à elles-mêmes. Par exemple, à Eurosport, là, je peux apporter une propre écriture parce que là, on est vraiment dans une notion de décryptage sur un week-end. Donc, déjà, je suis seul avec le présentateur, qui est en général le Ciré Lemorin, que je salue. Donc, je peux apporter quelque chose de complètement différent. Et au Club des 5, on est parfois sur des choses qui sont vraiment décalées, Mhm. sur des retours de match, sur des perspectives de match. Ok. Et est-ce que tu penses que, tu vois là, tu nous disais qu'il y avait quand même beaucoup d'émissions. Est-ce que tu penses que tous ces métiers qui sont autour du football, du débat au football, ça peut participer un peu à un trop-plein de foot? Parce qu'on entend aussi beaucoup qu'il y a beaucoup de foot, que ça devient un produit, que c'est un peu usant, que les gens se lassent. Ou alors toi tu penses qu'il faudrait qu'il y ait plus de voix dans le football, qu'il y ait plus de manières de s'exprimer? Ah, c'est une question qui est intéressante. Après, s'il y a un trop-plein de foot, c'est parce qu'il y a une demande. On va en parler tout à l'heure. La meilleure des demandes, c'est la Coupe du Monde des clubs et le succès qu'il y a pu y Ouais. avoir. Succès qu'il y a pu y avoir, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Donc ça veut dire quoi? C'est que c'était une demande du public et ça a même été décrypté. Et la portée que ça peut avoir sur un Real Madrid de PSG, elle est importante. Un Chelsea PSG, ça a été décrypté de manière importante. Et en ce sens, à partir du moment où aujourd'hui il y a une demande qui explose, parce que plus ça va, plus il y a de demandes, et en fait, plus les dirigeants, les exécutifs, notamment que ce soit FIFA et UEFA, au final, ils s'adaptent à cette demande. Mhm. Et donc, par rapport à ça, bah, il y a beaucoup plus de travail, et il y a des nouvelles voix qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a plusieurs canaux de diffusion, il y a plusieurs moyens, justement, bah, d'apporter sa voix. Tu dis que, enfin là dans le début de ta phrase, tu as dit que c'était une demande qui était faite par le public. Tu penses vraiment que c'est quelque chose qui a été demandé par les spectateurs de football? Enfin, pas de manière tacite. Pas de Qu'est-ce manière... qu'on entend par là alors? Enfin, pas de manière tacite. En gros, si je vais te donner un point de référence, je pense pas que le public soit allé parti voir Infantino et demander expressément le mondial des clubs. Mais aujourd'hui, force est de constater que quand tu regardes l'engouement qu'il y a pu y avoir, alors pas sur plusieurs matchs, parce que j'ai vu Pas sur des... tous les matchs, mais Pas oui. sur tous les matchs, Non, mais parce il y a que... quand même eu des matchs où il y a eu énormément Mm. d'engouement sur la Coupe Oui, du Monde des oui, clubs, hein. parce qu'il y a des matchs, sincèrement, ça ressemblait à la Ligue des Masters sur PES où t'avais pas beaucoup de monde. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais à Mhm. côté de ça, il y a pu avoir une demande. Et même au-delà de ce qui s'est passé dans les stades, à travers les RS, les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a pu y avoir comme débouché. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, bah, les gens, ils sont dans une logique de consommation. Il y en a qui peuvent exprimer un rejet en disant qu'il y a un Il y a trop-plein. un trop-plein. Mais après, au final, dans le football aujourd'hui, on a une notion de tribu. Ça veut dire quoi, une notion de tribu? C'est que quand tu as ton équipe qui est engagée, tu vas quand même Tu le la regardes, suivre. quoi. Mhm. Exactement, tu vas quand même la suivre parce que au final, c'est ton équipe, c'est ta tribu et tu as quand même envie de la suivre. Et toi, tu l'as suivi pleinement en plus, la Coupe du Monde des clubs, là. J'ai suivi pleinement, d'autant plus que j'étais impliqué sur plusieurs émissions, donc Mhm. RMC et Winamax qui ont couvert l'événement intégralement, donc j'étais pleinement impliqué. Et à force de regarder, commenter, analyser, parce que là, il y a encore plus de compétitions chaque année, est-ce que t'as pas justement une forme de lassitude à regarder du football, ou en tout cas à en consommer de cette manière?
Plus je connais le foot, moins je connais le foot. C'est ma devise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus j'avance dans le décryptage du foot, plus je m'aperçois que en fait, il y a des choses que je connais pas. Comme quoi, par exemple? Sur plusieurs choses, plusieurs événements qui peuvent arriver, sur la réalité de certains championnats, on peut pas tout suivre. Hmm. On peut pas tout suivre, et comme on peut pas tout suivre, il y a des joueurs qui peuvent nous échapper de certains radars. Donc aujourd'hui, moi, je suis dans cette idée-là. Le jour où je connais tout, là, il y aura une Mais lassitude. c'est impossible parce qu'il y a tout le temps des nouveautés. Ah Donc oui, tu ne parce qu'en connaîtras fait, jamais tout. le football, c'est comme le soleil, il se couche jamais. Il y a toujours une nouvelle réalité. Ouais. Il y a toujours une nouvelle réalité. Donc, pour moi, il n'y a pas de lassitude à proprement parler parce que à chaque fois, il y a un tel renouvellement. Je vais te donner un exemple. Lamine Yamal, il y a 2 ans, on le connaissait On à le connaît peine. pas. Et Aujourd'hui, il est maintenant, c'est présenté le... comme le meilleur. Donc, c'est pour ça que le renouvellement, il est tellement important qu'aujourd'hui, j'ai pas de lassitude par rapport à ça parce qu'il y a des objectifs. Là, cette saison, on va parler de la première Coupe du Monde à 48. Ouais. On va parler de la première CAN sur 2 années. Ça, c'est des nouveautés auxquelles on doit s'adapter. Mm. Donc, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de lassitude. Alors, oui, il y a un certain métier parce qu'en fait, les saisons, elles s'enchaînent, d'accord, mais à côté de ces saisons même, il y a toujours de nouvelles réalités. Là, la saison qui vient de s'écouler, on a découvert une nouvelle réalité, 2 nouvelles réalités, le Mondial des clubs et la Ligue des Champions nouveau format. Donc ça te permet de te renouveler en permanence et donc de ne pas être lassé. Mm. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et sur tous ces tournois, ces émissions, t'es souvent confronté à être avec des anciens professionnels. Et c'est un truc qui m'est venu il y a pas longtemps. Et je voulais savoir, toi, en tant que consultant qui vient pas du monde professionnel du football, enfin, à moins que je sois pas au courant de cette information. Non, en mais... fait, je joue au CAP Charenton juste à côté, mais j'ai arrêté rapidement. Ok, mais c'est AP Charenton, c'est quel Non, niveau? non, mais je rigole, c'était chez les jeunes. Ouais, C'est pas pro. J'ai arrêté à 11 ans pour te dire. Oui, d'accord. Donc, bon, ça fait un petit bout Ça de fait temps que un t'as petit arrêté, moment, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un truc que j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est que je trouve qu'il y a souvent une remise en cause de la légitimité des chroniqueurs qui n'ont pas été d'anciens pros. Est-ce que toi, t'as déjà eu à faire face à ça? À travers les Bah, à consultants. travers les consultants, ouais. Parce que c'est un truc qu'on a vu d'ailleurs récemment sur la chaîne L'équipe, où il y a un petit... Enfin, où c'est un truc par exemple qu'on voit souvent avec quand Daniel Riolo est en plateau et qui parle beaucoup. Les chroniqueurs qui sont avec lui et qui ont été professionnels ont tendance à lui dire tu sais pas comment ça se passe dans un vestiaire par exemple, ou t'as jamais été sur un terrain, etc. Depuis 2019, date où j'ai été sur un plateau avec un consultant, un ancien footballeur. D'ailleurs, je me rappelle le premier, c'était Fabrice Pancrate, c'était pendant Ok. la CAN 2019, donc ça commence à remonter. Ouais. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis gentil, mais il y a toujours eu de la bienveillance Hmm. par rapport à tous les consultants avec Ça qui peut jouer fait, aussi si c'est parce que t'es juste sympa, quoi. non, mais avec qui fait des émissions, parce qu'après, peut-être que c'est lié à ce que je dis, à savoir que ils se disent, ouais, il en sait quand même, il sait quand même quelque chose. Mais là, hier, par exemple, au moment où on fait l'émission, hier, j'ai fait l'after avec Damien Perkis. Mhm. On a une bonne relation. J'ai jamais ressenti une forme de décalage. Après, peut-être que ça se trouve en off. Oui, tout le monde dit Gaëlton. Il peut se dire des choses, mais sincèrement, je pense qu'ils ont été plutôt bienveillants avec moi. Ils sont toujours bienveillants avec moi depuis que je fais les émissions, que ce soit à RMC via l'After, via Génération After, Canal Plus Afrique avec Mamadou Niang, José-Pierre Fanfan, Samuel Lobé, j'en oublie et je m'en excuse d'avance parce que sinon c'est Media Warrior, bien évidemment. Ils ont été toujours bienveillants avec moi, que ce soit aussi au WFC avec notamment Benoît Trémoulinas. Ouais. Ça c'est des choses qui pour moi ils ont été bienveillants. Et est-ce que toi, tu t'es déjà mis ça en tête, par exemple tu t'es déjà dit, bon bah moi j'ai jamais été professionnel, je vais me mettre en retrait quand il y a un pro qui parle, ou alors j'ai forcément moins de connaissances que lui, ou alors tu te mets quand même sur un pied d'égalité parce que t'as d'autres connaissances? Je pense qu'on peut être complémentaires. Je pense Ok. qu'on peut être complémentaires parce qu'eux, ils auront un ressenti terrain que bien évidemment, je n'aurai jamais. Mais moi, j'aurai un regard entre guillemets plus global. Et je pense que dans cette idée-là, parce que eux, ils auront un ressenti terrain. Ils ont un ressenti terrain. Et moi, ce que je peux faire, c'est que je peux m'élever par rapport à ça. Et de voir Et quelque avoir- chose de plus loin, quoi. Ouais, et Avec avoir du recul. plus de perspectives. Et, et c'est pour ça que les consultants, ils sont là. C'est qu'il y a cette notion de complémentarité qui arrive. Parce que
Je peux dire tout ce que je veux, hein. Bien évidemment, ça peut être des choses intéressantes, mais le poids de l'ancien footballeur sur certains sujets, ça peut être une réflexion très importante. Je vais te donner un exemple avec Damien hier du côté de l'AFSOR, notamment sur la gestion du Dembélé. Mhm. Lui, il a avancé son expérience d'un joueur qui arrive en sélection, il arrive blessé. Il arrive blessé et parfois il y a des impératifs comme des matchs qui sont très importants pour te qualifier sur des compétitions. Ça, je peux pas l'apporter. Mhm. Donc c'est en ce sens qu'il y a une certaine complémentarité et que tant qu'il y a cette complémentarité, c'est parfait. Oui, c'est pas un souci. Mais en émission, comment tu fais pour gérer quand t'es avec des grosses personnalités? Parce que ça, moi, c'est un truc, par exemple, alors, une personnalité que j'adore, hein, par exemple, Walid Acharchour, qui est ton collègue au quotidien, c'est quand même quelqu'un sur un plateau qui prend de la place. Mhm. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir des rôles, en fait, pour que ça marche? Ça dépend en fait les émissions. Ça dépend les émissions entre guillemets où on sait que Walid il va s'engager. Il faut parfois être beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais un peu en retrait. Un peu en retrait et essayer de s'adapter de la même manière que Walid, quoi. Il sait que ça va être, par exemple, un sujet sur lequel où j'ai plus de sensibilité, il va être capacité de se mettre en retrait. Mm. Tout est une question d'équilibre, parce qu'avec Walid, depuis 7 ans, on a réussi à trouver un certain équilibre. Après, parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses où tu dois te réadapter. Mhm. Je vais référer référence à Génération After. Bah, quand tu as Walid Acharchour, quand tu as Kevin Diaz, et que les deux, ils ont appris à se bouffer Ouais. entre les deux. Et Parce ça, que c'est le jeu aussi, après. et je en dis ça émission. de manière totalement affectueuse, ils ont appris Mm. à se bouffer. Et que toi, tu arrives au milieu de tout ça, et que moi, parfois, je suis amené à me bouffer avec Walid. Mm. On peut pas se bouffer continuellement. Donc, c'est un certain équilibre. C'est un équilibre qui est pas facile à trouver, hein, parce que, encore une fois, tu as envie de dire des choses. Il y a parfois le format de l'émission. Génération After, où tu as la notion de pub qui arrive. Il y a l'auditeur. L'auditeur, c'est le rédacteur en chef, limite. C'est une personne qui est très importante, qui a considéré dans ces émissions. Mhm. Tu dois, entre guillemets, te mettre en retrait, mais après, il faut trouver une certaine complémentarité qui arrive avec le temps. Donc en fait, c'est vraiment un jeu de rôle en fait ce que vous faites. Sans que ce soit jeu de rôle, ça peut paraître un petit peu péjoratif. Mais c'est-à-dire que vous avez tous votre rôle et vous savez tous un peu comment marcher ensemble pour faire marcher l'émission. C'est la même chose qu'une équipe de football. Pour moi, c'est la Donc, même chose. oui, donc c'est ça. Donc c'est un effectif qui Ouais. marche ensemble. C'est la même chose qu'une équipe de football. Il y en a un, s'il prend le ballon et il est persuadé de dribbler tout le monde et d'aller mettre son but, très bien. Mm. Il le fera peut-être une fois sur 10 dans un match. De la même manière que cette personne-là, si elle veut presser et que le reste de l'équipe est en bloc bas, je passe pour un con. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une logique de complémentarité qui arrive. Et moi, j'aime bien me définir comme ça, comme une équipe de football. En fait, on est des êtres humains et il faut savoir interagir parce que au final, ce qui est plus important, c'est pas forcément nous, c'est pas forcément la fame, mais c'est la qualité de l'émission parce qu'au final, on y gagne tous. Oui, après, il y a aussi une recherche enfin, de buzz, je mets des gros guillemets dessus, mais qui est forcément un petit peu importante pour développer l'émission. Mais qui se fait naturellement, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement, toute l'alchimie que vous avez entre vous. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Je suis jamais arrivé dans les émissions en me disant je vais chercher à tout prix la capsule. Mmh. Les choses, elles arrivent naturellement et je pense qu'on ressent ce côté naturel. Si c'était quelque chose de forcé, sincèrement, j'ai jamais Ouais, eu, ça marcherait pas. j'ai jamais eu de demande entre guillemets. Enfin, tu dois tu dois buzzer sur ça, tu dois dire c'est telle chose. J'ai jamais eu ça. C'est vraiment quelque chose qui sort naturellement. Alors oui, à certains soirs, notamment en Ligue des Champions, notamment à Winamax, on te dit tu vas être attendu sur certains sujets, Mmh. mais pas au point de dire que tu dois faire la capsule pour faire la capsule. Quand tu dis on te dit, qui te dit? C'est Thomas ou c'est les gens qui sont au-dessus de vous, au-dessus de l'émission? Non, non, c'est vraiment dans l'émission, que ce soit Thomas ou même Walid. De toute façon, on le sait, au bout de plusieurs années, on sait comment marchent les émissions, on sait là où les capsules sont susceptibles d'avoir plus d'écho Mmh. à l'occasion des grands matchs, Ligue des Champions, équipe de France et matchs décalés du dimanche soir, comme Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, Ouais. où là, tu sais que tu es attendu parce que tu sais que Marseille a perdu et que ça va être un enjeu très important. Il était comment, Thomas, après la défaite catastrophique de l'Olympique de Marseille? Ah, il était pas bien. Ah, il était pas bien? Il était pas bien, mais en même temps. Le match était abominable, on peut Ouais, le dire voilà, ou pas? ouais, mais parce que ouais, mais ça reste.
Il est tellement attaché à l'Olympique de Marseille qu'il le ressent x100 quand il n'y a pas de bons résultats. Ah, je l'entends bien. Donc on parlait de Thomas Bonavent et Walid Acharchour. Pour contextualiser un peu pour tout le monde, ce sont des personnes qui font partie du collectif du Winamax Football Club. Le Winamax Football Club, ça représente aujourd'hui ton émission quasiment principale, enfin ou celle où tu as le plus d'activité, je pense, non? Celle où j'ai le plus d'activité, mais après, j'aime pas mettre une émission. C'est pas pour hiérarchiser, mais c'est celle où tu passes Ouais. le plus de temps, quoi. Ah, évidemment, ouais, c'est 6 jours sur 7 quand c'est pas 7. Donc ça Ouais. fait quand même pas mal de temps. Ça fait quand même pas mal de Et temps. je pense que ça intéresse les gens. Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'est créé le WFC? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce momentum? C'est une histoire en plusieurs temps du côté du WFC. Avant, ils étaient sur un parti pris. En fait, ils avaient fait, pardon, ils faisaient confiance notamment aux fameux consultants, ou plutôt des grosses têtes d'autres émissions. Bah, et à un moment donné, il y avait Daniel. Daniel Riolo a fait Daniel Winamax était là. Football Club? Non, non, mais c'était pas le Winamax Football Club. Mais il était consultant sur Winamax. Ouais, voilà. Ok. C'était, il y avait Darren Tulette et évidemment Ok. qui était là. Il y avait Nabil Djellit qui Ok. aussi était là. Il y avait Bertrand Latour. Après, il s'est passé que ces personnes-là avaient des sollicitations qui étaient très importantes. Ils Mhm. n'avaient pas forcément le temps. Et à partir de 2018, ils commencent à faire une refonte du sujet avec l'arrivée, ou plutôt, Sofiane, il avait un autre rôle à Winamax, mais à partir de 2018 et aussi l'arrivée de Thomas. Donc, ils commencent à faire une refonte du WFC où là, pour le coup, ils vont pas nécessairement se tourner vers des consultants, mais plutôt des personnages du digital, ce qu'on appelle le digital. Et à partir de 2019, ils commencent à commencer le mercato, le recrutement, avec dans un premier temps l'arrivée de Tidiane, Mhm. dans un deuxième temps l'arrivée de Walid, et moi j'arrive juste après. Et Ok. ensuite, au départ, ça a pris du temps à se faire, parce que on n'était pas, c'était les débuts, on n'était pas sur la même tranche horaire. Pour ceux qui connaissent le WFC tel qu'il est, au départ, on était en quotidienne. Non, même pas toujours en quotidienne, mais on était souvent là les lundis 19h. Ok, ouais. Lundi 19h, 20h. Les samedis, on était là à 20h30, juste après le match de Première Ligue. Mhm. Autant dire qu'au début, c'était C'est des créneaux serrés au début, quoi. c'était confidentiel. Ouais. Et paradoxalement, il y a un événement très important dans le monde qui va faire du bien à l'émission. La Coupe du Monde 2022, non? Non, Non? c'est le coronavirus. Ah ouais? C'est le coronavirus. Ça parle du coronavirus, le buzz de, Aussi fou du que ça Winamax. puisse paraître. Bah ouais, alors là, moi j'ai connu avec la Coupe du Monde 2022, et surtout quand on remonte sur Deezer, les épisodes les plus anciens qu'on puisse trouver, c'est Coupe du Monde 2022. Oui, parce que c'est là où ils ont commencé à vraiment lancer Ok, le podcast. d'accord. Parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, ça a été le coronavirus. À partir du moment où les gens étaient à la maison, et ça a permis aussi à l'émission de pouvoir se poser et de faire encore une autre refonte, notamment de l'émission. En fait, là, on commence à faire le début du buzz à travers le Final 8 de Ligue des Champions. Et pour le coup, on a eu des choses qui nous ont beaucoup aidé, à savoir le 8-2 Bayern-Barça. Ouais, mais c'est pas... on aurait préféré que ça arrive ou pas? Ouais, mais ça a participé. Le PSG qui va en finale de Ligue des Champions. Et Ouais. derrière, ils ont pu imposer cette quotidienne. Ils ont pu imposer cette quotidienne. Et là, on a pu capitaliser. C'est que, en fait, les gens, ils étaient pour la plupart du temps chez eux. Ça commence à monter. Et le passage décisif, c'est quand on arrive à 13h à partir de 2021. Ouais. À partir du moment où on arrive à 13h à partir de 2021, c'est une autre écriture. C'est un autre public. Et le public a suivi à fond jusqu'à aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, d'ailleurs, vous battez absolument tous les scores. Je crois que vous battez vos records d'auditeurs chaque mois. Ouais. Donc déjà, bravo pour ça, Merci. félicitations. Est-ce que vous sentez que cette année, enfin on va dire depuis même peut-être, je dirais, mi-2024, il y a quand même une grosse bascule et que l'émission est en train de devenir quasiment à égalité avec l'after, l'émission foot référence en France? Est-ce que vous sentez ça? Sans se comparer avec d'autres émissions, parce que je suis partie prenante dans tous les cas. Non, on sent T'es un qu'il y a... politique en fait maintenant. Non, mais on sent qu'il y a une bascule. Évidemment qu'il y a une bascule par rapport à la récurrence de l'émission, par rapport au fait que c'est à chaque fois
c'est décrypté en large et travers de par tout le monde. Et donc, ouais, on sent qu'il y a une bascule depuis 2 ans. Et aussi, bah, les délocalisations qu'on fait, on commence à voir bah, un public Mhm. qui est au rendez-vous. Je m'en rappelle, on a fait La Villette, le parc de la Villette, on a fait Porte de Versailles, on a aussi fait Marseille, Lille. À chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a un public qui est là, Qui répond qui nous présent. suit. Bah, on est de plus en plus reconnu. Donc, c'est vrai que depuis 2 ans, on ressent qu'il y a une bascule et ça ne fait que continuer. Ça ne fait Mhm. que continuer et ça, c'est très bien. Ça, tu le sens dans ton quotidien ou pas? Enfin, comment tu vis cette dynamique un peu, toi? Là, j'avis très bien, moi. Ouais. J'avis très bien et ça donne plus de responsabilité parce que tu sais que tu es particulièrement attendu. Tu sais que maintenant, euh, je vais te donner un exemple. Il y a 3 4 ans, quand on faisait 1 000 spectateurs, on était très contents. Mhm. Aujourd'hui, 1 000 spectateurs, ça veut dire que C'est une mauvaise l'émission, émission. Ouais. c'est une très mauvaise émission. Donc, ouais, même les soirs d'Europa League, parfois, on faisait 300 personnes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, ouais, forcément, on ressent plus d'enthousiasme, on ressent plus de pression. Ouais. Et donc, ouais, franchement, c'est bien pour nous. Après, de toute façon, enfin, l'objectif aussi des émissions, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde. Donc, en fait, c'est que du bon pour vous, quoi. Exactement. Mais il y aurait pu avoir des côtés négatifs, je sais pas, on te reconnaît dans la rue, ça te fait chier, des trucs comme ça, quoi. Non, ça va. En général, les gens, ils sont toujours bienveillants. Ouais, Ils sont toujours bienveillants, toujours vouloir parler foot. Donc, ouais, ça, je ressens de la bienveillance. Ouais. toujours un plaisir, quoi. Exactement. Et ça t'a ouvert des possibilités en plus perso? Parce que, par exemple, Walid, l'année dernière, est passé sur DAZN, il y a Thomas Bonavent qui est passé sur l'équipe du soir. Est-ce que toi, je sais pas, il y a des trucs qui sont ouverts à toi grâce un petit peu au Winamax FC? Ah oui, oui, bah déjà l'After, Génération Ouais. After. Mhm. J'ai eu Canal Plus Afrique qui m'a démarché par rapport à ça. Donc oui, j'ai eu d'autres demandes que j'ai refusées. Donc ouais, ça m'a permis d'avoir des portes qui se sont ouvertes. Bien évidemment, des collaborations, même des collaborations parfois internationales que j'aurais pas imaginé. Mhm. Et comme on le disait, il y a de plus en plus d'émissions, de plus en plus de débats foot. Est-ce que tu penses que c'est devenu trop constant ou que c'est même un petit peu too much maintenant? Dans quel sens too much? Est-ce qu'il n'y a pas une suranalyse? Est-ce qu'il n'y a pas un débat qui est trop persistant sur le sport qui est le football? En fait, moi, je vois ça comme une salade, le débat foot. Excuse-moi, mais t'arrives avec des comparaisons, mais Non, ok, mais, donc oui, non, mais je vois c'est une ça, je salade, vois ouais. comme une salade. Après, si tu as envie de, pardon, de le badigeonner et de mettre Beaucoup beau- d'huile, beaucoup d'aromates. ouais, beaucoup de sauce César, Ouais. évidemment, Mm. le débat, il en perd sa valeur première. Donc, c'est toujours une notion d'équilibre, la couleur que tu vas donner à l'émission. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Si je devais faire une métaphore, ce serait comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des émissions qui arrivent à se renouveler et à toujours être performantes en bien. Donc là-dessus, le débat, en fait, aujourd'hui, il y a du choix. Moi, j'ai connu une Ouais, c'est époque, ça. Mais ouais. moi, j'ai connu une époque où il n'y avait pas le choix. Et je dis pas ça parce que c'était mal. Il n'y avait qu'une émission et c'était l'after, non, c'est ça? C'était l'after. Mm. C'était l'after où il y avait d'autres émissions comme On refait pas le match avec Sakomano. J'ai C'était jamais vu de ma vie, hein. ah, Avec mais tout le ça, respect, hein. c'était une grande émission. C'était une émission référence, mais c'était une émission, je crois, hebdomadaire. Ok. Donc c'était pas comme si aujourd'hui les équipes de Greg, ça n'existait pas à l'époque. Mm. Il y avait aussi bah, Louis Attaque qui est, je vais dire ça, l'ancêtre de Roten sans flamme. Peu de respect quand même. Non mais voilà, non mais je dis ça parce que Ah, mais oui, je sais. j'ai été stagiaire là-bas. Ah ouais? Ah, d'accord, ok, J'étais je sais stagiaire pas. là-bas, donc Pendant l'IEJ? pendant l'IEJ. Donc ouais, c'est École de journalisme. et ouais, il y avait ces émissions-là, mais il n'y avait pas autant d'émissions aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a une plus forte demande, tout simplement. Et ça va aussi, alors s'il y a aussi plus d'émissions, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup plus de compétitions. Et ça va nous amener sur la Coupe du Monde des clubs qui s'est passée cet été. Toi, tu l'as vécu pleinement. Qu'est-ce que tu en as passé du coup au final de cette compétition? Déjà, faut pas donner une compétition aux États-Unis. Non, mais C'est dommage parce qu'en plus la Coupe du Monde elle est pas du tout aux non, États-Unis, mais quoi. voilà, il y a quand même eu des couacs. Il y a eu quand même eu des couacs dans l'organisation. Il y a des choses qui laissaient clairement à désirer, mais après, les équipes ont joué le jeu. Dénonce, n'invite pas, hein, dis-nous ce qui. Non, mais il y a eu des couacs, notamment la dimension météorologique, parce qu'à un moment donné. Ah ouais, mais bon, ça, il y a eu Ah, une Coupe du Monde au Qatar hein, quand même, hein. non, mais ce que je veux dire par là, du côté de la FIFA, on se drape notamment de cette idée que
Voilà, on est à la pointe du combat enfin pour l'environnement. Oui, mais bon, ça c'est ce qu'on appelle du greenwashing, tout Exactement, simplement. mais au final, tu tombes sur ce genre de choses et ça a posé problème parce que, en fait, les coupures qu'il y a pu y avoir, les coupures à cause météorologique, parce que, Mhm. en fait, il y a des règles qui sont propres à l'États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce qui s'est passé notamment sur le Chelsea-Benfica, où tu as quand même quelque chose de très lunaire, un match qui est interrompu à la 89e minute. Pour quel motif déjà? Parce qu'il y avait un risque d'orage Ok. et Je savais pas. selon une certaine distance, tu dois interrompre tout événement culturel. Mhm. Donc tu interromps le match et 45 minutes après, les deux équipes reviennent. À la 91e, Benfica marque, tu vas en prolongation. Ouais. Imagine, on arrive quart demi-finale de Coupe du Monde. Et il se passe ça? T'as un France-Argentine, 89e minute, le match il est interrompu. Je pense pas que ça a la même portée. Je Ouais. pense pas que ça a la même Ah portée. bah là, ça Et implique beaucoup, beaucoup de choses en plus là. ça tourne. Et Ouais. on peut aller plus loin. Imagine, il y a ça, à New Jersey, le stade de la finale Mhm. qui a été directement impacté parce qu'il y a eu, je crois, 3 interruptions sur ce même stade-là. Imagine, finale de Coupe du Monde, 89e minute, il y a un 0. Et le match, il doit être interrompu. Comment on Enfin, fait? comment on fait? Comment Donc, on fait? ça, c'est des inquiétudes qui, pour moi, sont légitimes. Et après, il y a la culture foot américaine qui est quand même particulière parce qu'ils ont des populations qui sont quand même très intéressées par le football, mais des De plus en populations plus. de plus en plus Ouais. type latina. Mais Ouais. faudra voir, faudra voir. Moi, c'est mes motifs d'inquiétude. Mais maintenant, il y a des équipes sur le terrain qui ont joué le jeu. Et tu as pu avoir des oppositions de style. Clairement, tu as pu avoir des oppositions de style. L'école brésilienne, Ouais, c'est ça. C'était qui aussi a- intéressant d'avoir plusieurs footballs de continents différents qu'on voit jamais s'affronter. C'est aussi l'école un peu l'exotisme du truc, quoi. l'école brésilienne qui est ressortie par le haut, que ce soit Flamengo, qui est une école à part elle-même, un jeu bien à part Ouais. de Philippe et Luis, que ce soit Fluminense qui arrive en demi-finale quand même Ouais. Ah de oui, Coupe du j'allais dire Monde, Palmeiras maintenant. en sortant notamment l'Inter qui a fait finale de Ligue des Champions, Mm. Palmeiras, on l'a également vu, l'école argentine, bon, c'était parfois caricatural parce que tu étais trop dans le combat, l'école asiatique avec Urawa. Donc on a eu plusieurs choses qui ont été intéressantes footballistiquement parlant, ça n'a pas été d'un niveau extraordinaire. Mhm. On a quand même eu des matchs qui ont été quand même très On a quand même intéressants. des matchs de gros niveau. Le Bayern PSG, Bayern PSG était un très gros match. qui pour moi était le meilleur match de la compétition parce que en termes de compétitivité entre les deux équipes, c'était top. Le PSG Real, on a une performance implacable du Incroyable. PSG. Eh ouais. Le Chelsea PSG, donc il y a eu des belles choses aussi. Et d'ailleurs, justement, ces gros matchs, notamment avec le PSG, ça a remis un peu le débat du Ballon d'Or. Alors, il allait être au centre des discussions forcément pendant cet automne, mais je trouve qu'on en parle énormément. Et on s'était vu en mai. On avait parlé à l'époque, tu m'avais donné ton Ballon d'Or. Je sais pas si tu te souviens qui tu m'avais nommé. Je crois que j'ai dit Yamal. Ouais. Est-ce que la Coupe du Monde des clubs a changé le vote définitif des gens? Enfin, ouais, si le vote définitif des gens pour le Ballon d'Or. Je pense pas. Après, pour moi, je pense pas. Après, pour d'autres. Donc ça tu peut garderais être- encore Yamal. Je garderai Yamal. Ah ouais, Ah ouais. j'étais persuadé que tu allais me dire que ton avis avait changé. Mais persuadé. Non, non, mon avis, il n'a pas changé. Mon avis, il n'a pas changé par rapport à Ok. toute la saison qui a pu s'écouler. Après, je sais qu'on va faire référence à Ousmane Dembélé qui le mériterait, qui est un favori, qui est le favori pour le Ballon d'Or et qui même sur le Mondial des clubs, il s'est distingué. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça que je te dis ça surtout, c'est qu'il a fait une grosse compétition. Enfin, en tout cas, il a marqué, quoi. Il a été décisif. Il marque contre le Bayern, il marque contre le Contre le Real. Real. Bon, il y a la fausse note en finale de Ligue des Champions, non, heureusement Non, ouais, pour ouais. eux. Finale du Mondial des clubs, mais ça n'entache pas ce qu'il a fait, la saison extraordinaire qu'il a fait. Mais en termes de meilleur joueur par rapport aux performances individuelles, par rapport à celui qui allait chercher des pics qui étaient vraiment très élevés, C'est la mine. je reste sur Lamine Yamal. Mais du coup, est-ce que tu trouves, toi, que le Ballon d'Or, il a encore du sens? Parce que là, on va récompenser Dembélé, et comme tu l'as dit, ce serait pas du tout immérité. Mais est-ce qu'on récompense le meilleur joueur du monde? Parce que le Ballon d'Or, c'est quand même une récompense qui récompense le meilleur joueur du monde. Donc est-ce qu'il a encore du sens, ce trophée? Il aura toujours du sens, parce qu'en fait, ces débats, je les entends depuis que je suis né quasiment. Ça, c'est intéressant parce que bon, je suis un tout petit peu plus jeune que toi, mais moi j'ai l'impression que c'est un truc qui est arrivé surtout depuis
les 2 derniers ballons d'or de Messi où il y a une partie de la population qui trouvait que c'était pas mérité, etc. Moi je trouve que c'était amplement mérité. Mais j'ai l'impression que ces débats en fait est arrivé que depuis ce moment-là. Mais toi tu dis du coup le contraire, c'est arrivé Non, depuis mais plus longtemps. c'est depuis très longtemps. En Ok. fait, il y a beaucoup plus d'écho à cause des réseaux sociaux. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, beaucoup plus de gens peuvent s'exprimer. Moi, je me souviens de 2003, Pavel Nedved est nommé Ballon d'Or. Ouais. Carlo Ancelotti, en conférence de presse, qui dit: J'ai vérifié dans l'armoire à trophées de l'AC Milan. C'est bien nous qui avons remporté la Ligue des Champions. Manière de dire qu'il était illégitime, Ouais, Pavel ouais, Nedved. ok. Mais Pavel Nedved, Mais ça remonte à 20 ans ça. il t'avait réalisé une grande performance. De la même manière, 2001, Michael Owen est nommé Ballon d'Or. Mhm. Du côté du Real Madrid, on boude parce que c'est pas Raoul. 2006, je me souviens d'un match Real Madrid, Olympique Lyonnais, où Carou il défonce Fabio Cannavaro qui venait d'être Ballon d'Or. Ouais. Et Gérard Rouillet, le regretté Gérard Rouillet, qui dit: Maintenant, on a compris que Cannavaro, c'était pas le vrai Ballon d'Or. Il y aura toujours des Ah oui, débats. ok, c'est des débats qui existent depuis C'est longtemps. des ouais. débats qui existent depuis Et qui longtemps. existeront toujours en fait. Parce que le Ballon d'Or, en fait, c'est un trophée humain. C'est un trophée humain où il y a des votants qui sont des êtres humains, qui ont des sensibilités. Et par rapport à ça, je pourrais même t'évoquer l'exemple de 2004 où tu as Deco qui fait l'année quasiment parfaite. Il perd un match. Il perd la finale de l'Euro où il fait un Euro qui est extraordinaire. Mm. C'est Shevchenko qui est nommé. Donc, pour moi, il y a toujours eu ces histoires parce qu'en fait, à chaque fois qu'on dit ouais, le Ballon d'Or et tout. Tu vois, je vais te dire un truc, ceux qui disent ouais, de toute façon, faut plus s'intéresser au Ballon d'Or, c'est les mêmes qui reviennent l'année suivante. Oui, quand il y a leur candidat favori qui est C'est les en, mêmes qui lice, reviennent quoi. de la même manière. Le Real Madrid, ils ont boycotté la saison dernière, mais je peux te garantir que le jour. Parce qu'en fait, le truc, c'est bien de boycotter, mais après, il faut se tenir à carreau le jour où ça s'inverse en ta faveur. Parce que, en fait, en 2013, Ouais. quand Cristiano Ronaldo est nommé Ballon d'Or, alors que Franck Ribéry, bah, Avec tout pour l'avoir. il fait triplé. Il fait triplé. Ça Ça, devrait. c'est pour Valentin Terris, écoute. Non, mais il fait triplé. J'ai vu un Florentino Pérez nœud papillon. Non, lui, il porte jamais de nœud papillon. La cravate, la plus belle costume. Mm. Ils étaient tous au gala. Ils se sont pas posé la question de la légitimité pour Franck Ribéry. Mais là, à ce moment-là, on te dit ouais, mais Cristiano, c'est Cristiano. Certes, mais si tu t'en tiens notamment au raisonnement que tu tiens pour 2024, il fallait le tenir aussi pour 2013. Donc, ça, c'est le propre de l'être humain, à savoir qu'il est toujours. C'est toujours à ma guise. C'est Ouais. toujours à ma guise. Et c'est pour ça que le Ballon d'Or, ça sera toujours un trophée aussi prestigieux qu'au controversé. Parce qu'il y en aura toujours un pour dire que celui-là, il le mérite pas. Mais t'en penses quoi du coup qu'il soit pas venu à la cérémonie du Ballon d'Or l'année dernière, le Real Madrid? Mais déjà, c'est stupide. Ouais. C'est stupide parce qu'en fait, au-delà de tout ça, au-delà du seul aspect du Ballon d'Or, là où c'est ridicule, parce qu'en fait, le soir du Ballon d'Or, parce qu'il n'y a pas que le Ballon d'Or, il y a aussi d'autres trophées. Mm. Ce soir-là, le soir où Rodri est nommé Ballon d'Or, le club, l'équipe qui reçoit le plus de distinctions individuelles et collectives, c'est le Real C'est Madrid. le Real? Ah ouais? C'est le Real Madrid avec la meilleure équipe de Ah bah l'année. meilleure équipe, bah oui, il sortait de la Champions, je suis en fou. Ouais. La meilleure équipe de l'année. Mm. Le meilleur coach de l'année, parce que ça on l'a oublié, ça on l'a pas dit pour Carlo Ancelotti, mais lui il a quand même été nommé meilleur coach par des votants aussi. Ouais, ouais. Et si tu vas aller par là, le meilleur buteur de l'année qui était Kylian Mbappé, bon sauf que c'est avec le PSG, mais il était devenu Mais un il joueur était du Real déjà Madrid. joueur du Real Madrid. Ouais. Donc tu reçois 3 distinctions, Mm. ça veut dire qu'en fait c'est pas un complot anti-Real Madrid, mais parce que en fait... Toi, tu penses que le Real Madrid pense qu'ils ont été piégés par un complot. Ouais, mais eux, Ça ils me le plaît pensent. ce que tu dis. Non, mais eux, ils le pensent. Eux, ils le pensent. On leur a manqué de respect. Déjà, le manque de respect, il a relativisé. Parce qu'à côté de ça, je viens de t'expliquer, on t'a nommé meilleur club de l'année. Tu as eu le meilleur coach de l'année. Et tu as eu le meilleur buteur sur le trophée Gerd Müller. Ouais. Et malgré tout ça, en fait, ce qui te manque, c'est la couronne de la reine. Et comme t'as pas eu la couronne de la reine, tu boudes. Tu boudes. C'est pour ça qu'il y avait quelque chose qui était, moi, qui me faisait rigoler, parce qu'on te manque pas de respect à ce moment-là. C'est juste qu'il y a d'autres, il y a des votants qui ont préféré Rodri. En plus, on l'a dit, on l'a répété. En fait, le fait d'avoir eu énormément de joueurs dans le top 5, et ça les a, bien sûr, ça a porté préjudice à Vinicius. Mais ça, quand tu le dis et tout, ils en démentent pas. Bon, là, on a parlé un petit peu du Real Madrid, on a parlé un petit peu du Ballon d'Or, on va parler aussi du rival du Real Madrid, avec le Barça. J'ai envie qu'on se parle un petit peu du Barça, parce que moi aussi, je suis un amoureux du Barça Elton depuis que je suis petit.
Donc pour rappeler à tout le monde, le Barça quand même sort d'une saison assez historique. Il y a eu un triplé domestique, des joueurs qui ont performé, une équipe qui a marché, beaucoup de cohésion. Enfin, ça a été une bonne année pour le Barça en gros. Une très bonne année. Très bonne année, que ce soit individuel ou collectif. Mais il y a quand même encore un sentiment d'incertitude autour du club. Comment tu expliques ça? Comment j'explique le sentiment d'incertitude? Ouais, enfin, est-ce que le Barça en fait va vraiment mieux? Ah oui, le Barça va vraiment mieux. Est-ce qu'on est sûr de ça? On est sûr de ça, parce qu'à un moment donné, je fais... En fait, il faut quand même considérer des choses, et là, je reprends mon air sérieux. Mhm. À l'été 2021, le Barça est en état de mort clinique, financièrement. Ah, et parce qu'en fait, le propre en fait, de l'être humain, c'est qu'il a une capacité à oublier très, 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 très rapidement. Après, si je peux me permettre, le mercato cet été, c'est 28 millions. La planification sportive, elle est absolument catastrophique quand même. En quoi? Bah, Baldé blessé et remplacé par Gérard Martin, d'accord. Mais je veux dire, on n'a pas forcément de neuf non plus. Attaquant gauche, on a Rashford qu'on a fait venir en prêt. Mais il y avait quand même des joueurs intéressants sur le marché qui n'étaient pas très chers. Par exemple, je pense à Lookman. Ou alors encore à Nico Williams, bon, qui coûtait de l'argent. Mais on n'est toujours pas revenu au 1 pour 1. On a des problèmes pour inscrire nos joueurs. On n'est toujours pas revenu au Camp Nou. Est-ce que Laporta n'a quand même pas quelques petits soucis? Parce que Bartomeu était pointé du doigt, et d'ailleurs à juste titre pour son mandat, où il a dépensé des millions, voire des milliards pour une planification sportive très très compliquée. Est-ce que Laporta fait vraiment mieux actuellement avec Deco? Ah oui, bah largement. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que pour savoir où on va, il faut savoir d'où D'où on vient? Pour moi, c'est fondamental. T'as plein de petits proverbes comme ça marche bien. Hein. C'est vrai. Ouais, parce que en fait, le Barça était en état de mort clinique il y a 4 ans. 4 ans à l'échelle du foot, et même à l'échelle de la vie. C'est rien pas du grand-chose. tout. Ouais. Il y a 4 ans, je te rappelle, ça prenait en prêt, et je dis bien en prêt, sans option d'achat, Luc de Jong qui était remplaçant à Séville. Ouais, parce qu'en fait, c'est... Oui. Non, mais en fait, et le truc, c'est que là, tu parles... Mais c'est pas la normalité, ça, pour le Barça aussi. Oui, non, mais d'accord. Et là, en fait, on parle d'un club, qui, normalement, si tout va bien, aurait dû manger son pain noir, comme l'AC Milan, comme Manchester encore United, aujourd'hui, ouais. l'ont mangé. Moi, je le dis, ce qui se passe au Barça, c'est un miracle sportif. Et j'insiste là-dessus. Ben oui, mais est-ce que c'est pas, par exemple, moi je pense que c'est La Masia, en grande partie, et monsieur Anti-Flick qui maquille un petit peu, en fait, ces énormes lacunes que le Après, Barça a encore. ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, d'accord, mais la présidence, la direction, est-ce qu'ils aident vraiment tous ces acteurs à vraiment améliorer l'état du club? Totalement. Pour moi, totalement. Et attention, quand tu améliores une situation qui était vouée à l'échec, parce qu'encore une fois, un club en état de mort clinique n'est pas top 3 européen 4 ans après, ne joue pas une demi-finale de Ligue des Champions, n'est pas la meilleure équipe sur le plan national avec 6 titres depuis 2021, quand tu sais qu'il y a par exemple le Real Madrid. Ça, c'est pas la réalité d'un club en état de mort clinique. Un club en état de mort clinique, le schéma notamment classique, c'est de résorber la dette qui existe encore, parce qu'en fait, on parle d'un club comme s'il n'avait plus de dette. Le Barça, Encore des dettes. encore au mois de juin, je crois, a facturé plus de 300 millions d'euros, notamment pour résorber la dette. Donc ça, c'est sa réalité. Et ensuite, sportivement parlant, si tu connais ce schéma classique, et ben chaque été, tu dois vendre tes bijoux de famille. Maintenant, le parti pris du Barça, c'est quoi? C'est, tout en ayant cette situation financière qui est extrêmement compliquée, et j'insiste là-dessus, est extrêmement compliquée, quand même maintenir ton socle qui existe dans cette équipe, c'est-à-dire les Lamine Yamal, les Pedri. Et si tu dois avoir moins d'activité sur le marché des transferts, c'est ta réalité. Et aujourd'hui, pour moi, il faut l'intégrer en tant que tel, avoir une réflexion globale. Alors bien évidemment, il y a eu des couacs. Il y a eu des couacs, notamment du côté de Laporta, notamment sur ses déclarations, parce que Laporta, ça sera toujours son histoire. Depuis 20 ans, on le connaît. Il est parfois prisonnier de certaines de ses déclarations. Quand il t'explique qu'après Joan Garcia, il y a une grande recrue qui va arriver, je pense pas qu'il parlait de Marcus Rashford. Ça, c'est des couacs. Oui, il y a aussi ça, c'est qu'il est un petit peu présomptueux. Il est un peu présomptueux. Mais en même temps, je vais te dire un truc, ça participe au folklore propre au Barça. Le Barça aujourd'hui, dans l'espace, enfin dans ce qui génère notamment à travers le monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de supporters, et même au niveau médiatique, il y a beaucoup d'intérêt à l'intérieur de cette équipe, il doit te raconter une histoire. L'histoire du Barça, c'est pas un club
qui doit, entre guillemets, avoir une gestion père de famille, résorber sa dette et vendre ses bijoux de famille. Et je te parle même pas de Manchester City, je te parle même pas de Liverpool, mais à Nottingham Forest, à Newcastle, pour pouvoir se dire, au mois de juin de l'année suivante, on va être au fameux 1 pour 1, on va pouvoir résoudre toutes les problématiques par rapport au fair play financier. Le Barça, c'est une machine aussi à raconter une histoire. Et je vais te dire un truc de manière très pragmatique. Tu penses vraiment que tu peux aller voir les banquiers d'ailleurs, je m'anime un peu. Tu peux aller devant les banquiers, parler d'une rénovation extraordinaire de l'Espagne Barça, avec notamment la rénovation intégrale du Camp Nou. Le Camp Nou, moi, encore une fois, je suis un peu plus ancien que toi. Le Camp Nou, ça fait 20 ans. Qu'on parle de rénovation. Ça fait 20 ans qu'on parle de rénovation. À l'été 2011, hiver 2011, interview de Sandro Rosell, qui était à l'époque président du Barça. Il te dit c'est une nécessité absolue. C'était en 2011. On est en 2025. Le stade est sur le point d'être fini, mais c'est pour te dire qu'il s'est passé 14 ans où pas de décisions concrètes ont été prises. Donc, pour revenir à ce que je te disais, tu penses vraiment que tu peux aller voir les banquiers, leur raconter une histoire où, en gros, les gars, parce qu'en fait, il est aussi question de ça, parce qu'il y a la dimension sportive, mais il y a la dimension économique, notamment pour résorber ta dette. Tu penses vraiment que je peux aller voir les banquiers et leur dire... Bon, les gars, on a quand même besoin de sous, on a besoin de prêts pour renouveler un stade. Mais par contre, en gros, nous, on va jouer la 4e place pour se qualifier en Ligue des Champions parce qu'à côté de ça, on doit vendre des joueurs très importants. Le banquier va être regardé, il va dire « Ouais, mais je suis pas sûr de retrouver mes sous, moi. » Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très compliqué. Il faut avoir une dimension, un regard beaucoup plus global sur la situation du Barça qui demeure compliquée. Qu'il y a eu des ratés, c'est indéniable. Mais tu rates pas des choses si tu tentes pas. Et moi, c'est pour ça que je le vois comme ça. Sur la planification sportive, le fait est que chaque match, 9 fois sur 10, mais même 10 fois sur 10 en Liga, si tu vas par là, tu vas avoir la meilleure équipe sur le terrain. Ouais. Ouais. Tu vas avoir la meilleure équipe sur le terrain. Et en Ligue des Champions, si je suis un peu plus modeste, je peux te dire 9 fois sur 10. Le fait est que tu auras la meilleure équipe. Mais depuis un an. Depuis un an. Oui. Depuis un an. Mais et ça va être la réalité du Barça. Espérons que ça arrive. Ils mettent fin à cette situation, une situation qui est dramatique. Une situation qui est dramatique, a été causée par ce que tous les gens connaissent. Aujourd'hui, moi, je vois un club qui s'est redressé, qui te raconte une histoire positive et qui est surtout un club qui est de nouveau respecté et admiré. Parce que l'Europa League, c'était il y a à peine 2 ans. On a du mal à s'en rendre compte. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le ridicule de Francfort, c'était il y a 3 ans. C'était hier. Donc, le Barça, en fait, a brûlé des étapes qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, le supporter, lui, il veut toujours voir son équipe gagner, il veut toujours avoir les meilleurs joueurs, donc il sera toujours impatient. Mais une fois que tu as dit ça, il faut aussi avoir une réflexion beaucoup plus large. Et alors, dernière question, parce que l'interview touche à sa fin, on manque un petit peu de temps. Toi, qu'est-ce que tu imagines pour le Barça cette saison ? Et je vais te mettre une deuxième question aussi dans le même temps. Si tu me dois sortir 3 joueurs, un qui va performer, un qui va décevoir et un qui va être une surprise. Décevoir, si tu me dis Araujo, ça sert à rien, on le sait. Donc, un autre joueur qu'Araujo, s'il te plaît. Un qui va performer, je vais te dire Lamine Yamal, je vais pas être original. J'aurais jamais dit Lamine Yamal. Va performer, parce que c'est lui. On n'a pas encore tout vu de ce joueur. Je suis persuadé, on n'a pas encore tout vu de ce joueur. Et je pense que plus ça va aller, plus il va avoir un rôle beaucoup plus axial. Ça commence déjà. J'aimerais beaucoup, moi, qu'il soit justement plus dans l'axe. Je pense que ça va être sa finalité, être un espèce de faux neuf. Moi, je le vois gros comme une maison. Un joueur qui va performer. Tu l'as dit, un joueur qui va décevoir, du coup. Un joueur qui va décevoir. La solution de facilité serait de te dire Robert Lewandowski parce qu'il il est sur un âge avancé. Mais je vais te dire Jules Koundé. Je pense pas qu'il aura les mêmes performances. Ouais. J'aurais pu le dire aussi. Les mêmes performances qu'auparavant. Moi, je m'attends de moins. Et un joueur qui va. Et un joueur qui va te surprendre, qui va nous surprendre. Donc, que ce soit ça peut être dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Un joueur qui va surprendre Gavi. Tu penses qu'il va revenir ? Gavi, moi je pense que les gens, c'est pareil. On parle très mal de Gavi. Parce que, putain, c'est un joueur de fou. Moi, c'est une folie parce que Gavi, il faut se souvenir qu'avant sa blessure,
derrière Rodri, c'est le meilleur joueur espagnol. Ouais. C'est le meilleur joueur espagnol. D'ailleurs, Il est titulaire à 17 ans pour l'Euro 2021, je crois. Non, si. la Ligue des Nations. La Ligue des Ah Nations. oui, la Ligue des Nations. Et pardon, après, il fait la exactement. Coupe du Monde. Ouais. Parce que Gavi, moi je le rappelle, c'est le seul joueur espagnol qui en sélection joue toutes les minutes. Et ça va lui porter préjudice parce qu'il y a cette grave blessure. Et moi je le dis, au moment où il se blesse avec l'Espagne et qu'il y a le communiqué médical, la saison du Barça est terminée. Parce que c'était le gars qui était en train de grandir, qui était en train de devenir un vrai grand milieu de terrain, parce qu'il y avait les blessures de Frenkie de Jong, il y avait les blessures de Pedri, et il tenait toute la maison. Et moi, je suis persuadé qu'il va revenir, parce que c'est un tel compétiteur qui va surprendre. Et moi, d'ailleurs, pour moi, il y a un lien de cause à effet, dans la mesure où il n'est pas là contre le Rayo Vallecano. Je pense que s'il est là, le Barça gagne ce match. Okay. De la même manière que contre Levante, la première période est catastrophique. Et ça, les gens oublient de le mentionner. Il rentre, la maison, elle est ordonnée. Tu finis mieux. Et pour moi, c'est un joueur qui pense que va encore obliger Hansi Flick à repenser notamment son dispositif tactique. Moi, je pense que 4-2-3-1, il va se muter soit en 4-3-3, soit on aura Gavi en pointe haute. Et moi, je pense que c'est un joueur qui va mettre tout le monde d'accord. Et rappeler le très grand joueur qu'il est, parce que c'est un joueur, il a des demandes. On parle d'un Luis Enrique qui était prêt à le prendre au PSG, quand bien même il avait pu avoir une grave blessure. Tu peux pas être un peintre en étant titulaire au Barça et en équipe d'Espagne à 17 ans. C'est un joueur qui, premier match en sélection, il termine MVP. Ouais, donc voilà, ça se situe. C'est un joueur, pour moi, c'est le tournant du match contre le Maroc. Il sort en 8e de finale. Mauvais choix de Luis Enrique pour le coup, qui garde Pedri et Sergio Busquets, il le sort. Et derrière, l'Espagne n'y arrive plus, le Maroc finit mieux et remporte cette séance de tir au but. Bon, Elton, on va finir sur ça. Merci beaucoup encore pour cette interview, pour cet épisode du Petit Stade. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup encore pour ta dispo. Et je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. On se retrouve très vite. C'était le Petit Stade avec Elton Mokolo. Merci à tous.